Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, chers étudiantes, chers étudiants, chers apprenantes et apprenants, bonjour. Dans cette nouvelle vidéo intitulée Analyse de sensibilité ou bien analyse post-optimale, toujours dans la suite des capsules vidéo concernant la recherche opérationnelle. Alors, dans cette vidéo, on va essayer d'entamer la notion d'analyse de sensibilité ou bien ce qu'on appelle l'analyse post-optimale. Alors, on va commencer ou bien introduire cette vidéo par la question suivante. Alors, est-ce que la solution optimale est sensible aux paramètres du programme linéaire? Alors, pourquoi se poser cette question? Alors, les paramètres utilisés ne sont que des estimations et dans un environnement dynamique, alors ceux-ci peuvent changer régulièrement. Alors, par exemple, si on parle d'un profit, alors le profit aujourd'hui est égal à 200, mais c'est possible de faire diminuer ou augmenter le profit d'ici un an, d'ici un mois, d'ici une semaine, etc. Les coûts, les dépenses, les charges, alors ce sont tous des estimations et des valeurs qui changent régulièrement. Donc, une analyse des scénarios alors, peut permettre de proposer des changements aux paramètres. Alors, l'analyse de sensibilité qu'on va essayer de voir, ou bien l'analyse post-optimale, alors permet de déterminer la sensibilité d'un programme linéaire par rapport aux données. Alors, une variation des données entraîne-t-il un changement important dans la solution optimale? C'est-à-dire, si on change les données, est-ce que cela implique un changement important de la solution optimale? Alors, l'analyse post-optimale permet de déterminer les intervalles de variation des données pour lesquels la base optimale n'est pas modifiée. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'étudier afin de déterminer quels sont les intervalles de variation des données d'un programme linéaire sans que la solution optimale change. Donc, nous allons envisager deux cas, c'est-à-dire le changement des paramètres des coefficients de la fonction objectif en premier lieu. Et comme deuxième partie, la variation des coefficients du second membre ou bien du membre de droite, c'est-à-dire les coefficients des contraintes. Et voir l'effet sur la solution optimale et comment varie la valeur optimale dans l'objectif. Donc c'est l'objectif derrière cette capsule vidéo, derrière la notion de l'analyse de sensibilité ou bien l'analyse post-optimale, c'est-à-dire de déterminer quels sont les intervalles de variation des données, soit les données coefficients de la fonction objectif ou bien les données comme coefficient de second membre des contraintes afin de déterminer c'est quoi l'intervalle pour que la solution optimale reste toujours la même. Voilà, alors on va commencer par la variation des coefficients de la fonction objectif en premier lieu. Et on commence par la question suivante. Alors la question qui se pose est la suivante. Alors si on augmente le prix de vente unitaire, ou si on diminue le coût unitaire de production, alors quel est l'impact sur la valeur dans l'objectif? Ou bien autrement dit, quel est l'impact sur la solution opti- optimale? Alors il faut distinguer entre solution optimale et la valeur de l'objectif. Solution optimale, c'est les valeurs de x1, x2, x3 par exemple. Ou bien la valeur de l'objectif, c'est la valeur de z. Alors lorsqu'on dit déterminer l'intervalle pour que la solution optimale ne change pas, alors ça signifie que on s'intéresse aux valeurs des variables de décision x1, x2 et ainsi de suite. Alors donc, on cherche, d'après l'analyse de sensibilité des variations des coefficients de la fonction objective, de déterminer un intervalle dans lequel peut varier les coefficients CI d'une variable de décision sans que la solution optimale change. Et c'est ce qu'on appelle un intervalle d'optimalité. Alors, pour mieux comprendre, alors on va prendre l'exemple d'application qu'on a vu dernièrement. Alors, concernant l'usine de production de meubles, qui passe par trois ateliers, menuiserie, assemblage et le vernissage. Alors, on a essayé de résoudre le programme suivant en utilisant soit la méthode graphique, soit la méthode simplex, afin de trouver comme résultat ou bien comme solution optimale x1 égale à 10 et x2 égale à 2 et la valeur de z égale à 3000, 3400. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est étudier la variation des coefficients C1 qui est égal à 300 relative au profit à retirer de la vente du bureau M1.
C'est-à-dire, on cherche à déterminer c'est quoi l'intervalle de cette coefficient C1 sans que la solution optimale change. C'est-à-dire, on cherche c'est quoi l'intervalle, c'est le nouveau intervalle dans lequel on peut prendre une valeur sans que la solution optimale change. C'est-à-dire, toujours la solution optimale reste x1 égale à 10, x2 égale à 2. Donc, on va modifier C1, qui est égal à 300, par C1 plus delta. Donc, C1' égale C1 plus delta. C1, c'est 3, c'est 300. Et on va essayer de chercher delta afin de déterminer par la suite l'intervalle d'optimalité relatif au coefficient C1. Voilà donc la procédure à suivre est la suivante. Donc d'après le tableau optimal simplex permettant d'obtenir la solution optimale, alors la modification de C1 de la variable de décision de base, alors C1' égale 300 plus delta. Et tout simplement, alors on va essayer de modifier le coefficient 300 par 300 plus delta. Même chose pour le coefficient de la variable de base x1, 300 plus delta. Et on va essayer de recalculer la ligne ZI et la ligne CI moins ZI. Par exemple, 6 fois 0 plus 10 fois 300 plus delta plus 2 fois 200, ça fait 3400 plus 10 delta. De même pour deuxième colonne, 0 fois 0 c'est 0, 1 fois 100, 300 plus delta, ça fait 300 plus delta. x2 la même chose, x3 la même chose, et ainsi de suite. Après, on calcule CI moins ZI. Donc 300 plus delta moins 300 plus delta, ça fait 0. 200 moins 200, ça fait 0. 0 moins 100 plus delta. Car 1 fois 300 plus delta, ça fait 300 plus delta. Moins 200, donc ça fait 100 plus delta. Si on fait 0 moins 100 plus delta, ça donne moins 100 moins delta. Donc, on a obtenu le tableau suivant. L'itération ou bien l'étape suivante, c'est quoi? C'est afin de garder la même solution optimale. Alors, il faut que. Alors, c'est quoi le critère d'arrêt pour un problème de maximisation en utilisant la méthode simplex? Il faut que les coefficients de la dernière ligne soient tous négatifs ou nuls. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'appliquer. Alors, afin de garder la même solution optimale, il faut que moins 100 moins delta inférieur à 0 et moins 100 plus delta inférieur ou égal à 0. On va essayer de déduire delta. Et on trouve delta supérieur ou égal à moins 100 et delta inférieur à 100. Donc, delta compris entre moins 100 et 100. Et puisque C1' est égal à C1 plus delta, ce qui fait 300 plus delta, donc on peut déduire l'intervalle d'optimalité du coefficient C1. Donc, on trouve 200 et 400, c'est-à-dire moins 100 plus 300, ça fait 200, et 100 plus 300, ça fait 400. Donc l'intervalle d'optimalité relative au coefficient C1 est 200, 400. Cela signifie que, quelle que soit la valeur du coefficient C1 compris entre 200 et 400, la solution optimale reste toujours la même, c'est-à-dire toujours x1 égale à 10 et x2 égale à 2. Et bien sûr, la valeur de z change, puisque delta varie entre moins 100 et 100. Donc, on trouve comme valeur de z appartient à l'intervalle 2400-4400. Alors, tout simplement, on remplace delta par sa valeur moins 100 et 100 afin d'obtenir 2400 et 4400. Donc, on va essayer de même pour étudier la variation de coefficient C2 relative au profit à retirer de la vente du bureau M2. Donc, on procède de la même manière. Donc, ce qu'on va essayer de faire, la nouvelle valeur, ou bien le nouveau coefficient, au lieu de 200, on va faire 200 plus
plus delta. Et de même, on va essayer de faire les calculs. Donc, on essaye de calculer ZI et CI moins ZI. La même chose, 6 fois 0, c'est 0. 10 fois 300, ça fait 3000. 2 fois 200 plus delta, ça fait 3400 plus 2 delta. On essaye de calculer la même chose pour les autres colonnes. Après, on calcule CI moins ZI. C'est quoi toujours le critère d'arrêt pour que la solution reste toujours optimale? Il faut que les coefficients de la dernière ligne soient tous négatifs ou nuls. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'appliquer. Donc, afin de garder la même solution, il faut que, alors, moins 100 plus delta inférieur ou égal à 0, et moins 100 moins 2 delta inférieur ou égal à 0. Si on essaie de déduire delta, alors on trouve delta compris entre moins 50 et 100. Et puisque c'est quoi le nouveau intervalle à rechercher, c'est 200 plus delta. Donc l'intervalle d'optimalité, c'est quoi? C'est moins 50 plus 200 et 100 plus 200. Donc ça fait comme intervalle d'optimalité 150 et 300. Et bien sûr, la valeur de z change. Alors en remplaçant delta par sa valeur dans l'intervalle moins 500 et 100. Et on obtient z appartient à l'intervalle 3300-3600. Autrement dit, alors l'intervalle d'optimalité, c'est quoi? C'est tout simplement, on détermine l'intervalle dans lequel le coefficient d'une variable de décision peut varier sans que la solution optimale change. Voilà, alors on a vu la variation des coefficients de la fonction objectif. Alors maintenant, on va voir l'analyse de sensibilité concernant la variation par rapport au second membre des contraintes ou bien le membre droit. Alors la question qui se pose est la suivante. Alors si on augmente, on diminue la capacité de ressources. Alors c'est souvent c'est ce qu'on trouve dans le second membre des contraintes, c'est la capacité disponible des ressources. Alors si on augmente cette capacité ou bien on fait diminuer la capacité, quel est l'impact sur la valeur optimale et sur la solution optimale du programme linéaire? Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à déterminer un intervalle de réalisabilité alors pour lequel la solution optimale reste stable pour une variation BI. Alors on cherche c'est quoi le domaine ou bien c'est quoi l'intervalle de réalisabilité dans lequel le second membre peut varier sans que la solution optimale change. Alors c'est ce qu'on appelle intervalle de réalisabilité ou bien domaine de validité. Alors on va reprendre le même exemple. Alors toujours avec même tableau simplex et la même solution. Alors si dans la première partie, on a étudié les variations du coefficient C1 et C2 relatives aux variables de décision, alors maintenant on va essayer d'étudier les variations du second membre des contraintes. C'est-à-dire si on augmente ou bien on diminue la capacité disponible de l'atelier de menuiserie, c'est quoi l'impact sur la solution optimale et la valeur de Z, de même pour l'atelier d'assemblage et vernissage. Donc on commence par étudier la variation du rapport B2 relative à la capacité disponible de l'atelier d'assemblage. Sachant que la capacité disponible de l'atelier d'assemblage est 22. C'est-à-dire, on cherche c'est quoi l'intervalle de la capacité disponible de l'atelier d'assemblage, c'est quoi l'intervalle dans lequel on peut travailler ou bien on peut déterminer le second membre sans que la solution optimale change. X1 égale à 10 et X2 égale à 2. Donc, modification de B2 qui est égal à 22 à B2 plus delta. Toujours plus un intervalle à chercher. Voilà. Donc, on va modifier B2 T est égal à delta à B2 prime 22 plus delta. Alors, la première des choses, dans le tableau optimal, alors la colonne correspondante à la variable d'écart de la contrainte I, PI, alors nous donne les coefficients de delta dans la colonne BI prime. Donc on s'intéresse dans cet exemple, ou bien dans ce cas, à étudier les variations de la contrainte numéro 2, B2, concernant l'atelier d'assemblage. Alors la première des choses, il faut déterminer c'est quoi la variable d'écart correspondante à cette contrainte.
Donc, puisqu'on a un programme à deux variables de décision x1 et x2, donc x3 elle est relative à la première contrainte et x4 est relative à la deuxième contrainte. Donc la variable d'écart correspondante à B2 est x4. Donc dans notre exemple, la variable d'écart correspondante est x4. Alors BI' est égal à BI, l'ancienne valeur, plus delta x4. Le tableau suivant présente les calculs à effectuer. Donc on a la première des choses, on s'intéresse à étudier les variations de la deuxième contrainte concernant l'atelier d'assemblage. La variable d'écart correspondante à la deuxième contrainte est x4. Donc on va essayer de calculer BI' est égal BI plus x4 fois delta. C'est quoi l'ancienne valeur de BI? C'est 6 plus x4 delta. C'est quoi x4 delta? C'est 1 delta. Donc c'est 6 plus delta. La même chose pour deuxième, 10 plus delta. Troisième, 2 moins delta, puisqu'on a moins 1. Après, on fait les calculs. 6 plus delta fois 0, c'est 0. 10 plus delta fois 300, plus 2 moins delta fois 200. Et on trouve comme valeur 3400 plus 100 delta. Par exemple, si on s'intéresse à étudier la variation du premier membre, c'est quoi la variable d'écart correspondante? C'est x3. Troisième contrainte, c'est x5. Et ainsi de suite. Alors, vous pouvez même nommer les variables d'écart dans ce cas E1, E2, E3. Alors, comme ça serait très simple de repérer c'est quoi la variable d'écart correspondante. Pour la première contrainte, c'est E1. Pour la deuxième contrainte, c'est E2. Et ainsi de suite. Donc, alors, une fois on trouve le tableau, alors on s'intéresse à BI, le second membre. Alors, dans ce cas, alors il s'agit des quantités, il s'agit des ressources. Donc, la valeur de BI va être supérieure ou égale à 0. Donc, la base optimale reste réalisable tant que 6 plus delta supérieur ou égal à 0, 10 plus delta supérieur ou égal à 0, et 2 moins delta supérieur ou égal à 0. On essaye de déduire delta et on trouve delta compris entre moins 6 et 2. Alors delta supérieur ou égal à moins 6. Delta supérieur ou égal à moins 10. Alors si delta supérieur à moins 6, alors c'est évident, elle est supérieure à, moins, à moins 10. Donc c'est pour cela qu'on a pris comme intervalle de delta moins 6 et 2. Donc on peut déterminer facilement l'intervalle de réalisabilité, ou bien ce qu'on appelle le domaine de validité. Alors on a B2' égale 22 plus delta. Donc B2' est égal à 16, 24. Donc moins 6 plus 22 et 2 plus 22. Donc l'intervalle de réalisabilité B2' appartient à 16, 24. C'est ce qu'on appelle domaine de validité du coût marginal. Alors une remarque importante à faire. Alors tout changement au terme de droite d'une contrainte saturée entraînera une modification de la valeur de la fonction objectif. C'est-à-dire, si on change une valeur second membre d'une contrainte saturée, alors cela implique un changement de la fonction objectif. Par la suite, on va voir que si on change ou bien on modifie la valeur d'une contrainte marginale non saturée, cela n'implique pas le changement de la valeur de Z. Donc la valeur de Z varie entre 2800 et 3600. Alors comment trouver ces valeurs? On remplace delta par sa valeur, par l'intervalle moins 6 et 2. Donc moins 6 fois 100 et 2 fois 100. Et on calcule Z pour trouver 2800, 3600. Alors étudions la variation du rapport B1 et B3 relative à la capacité disponible de l'atelier d'assemblage et vernissage. Donc on va étudier la variation du rapport B3. Donc c'est quoi la variable d'écart correspondante à B3? C'est la troisième contrainte, c'est x5. Donc on fait de même. Alors B'
et B' égale à BI plus delta x5. Donc ça fait 6 moins 3 delta, 10 moins delta, et 2 plus 2 delta. Alors, on refait les mêmes itérations, ou bien les mêmes étapes. Alors, pour que la solution reste optimale, il faut que 6 moins 3 delta supérieur ou égal à 0, 10 moins delta supérieur ou égal à 0, et 2 plus 2 delta supérieur ou égal à 0. Alors, on essaye de même pour déterminer delta, qui est compris entre moins 1 et 2, d'où le domaine de réalisabilité ou bien le domaine de validité est 11, 14. Cela signifie que, alors, si la valeur de B3 est variée entre 11 et 14, cela n'implique pas un changement de la solution optimale. C'est-à-dire toujours la solution optimale reste x1 égale à 10, x2 égale à 2. Alors, puisqu'on a modifié une contrainte saturée, alors cela implique le changement de z. Alors, c'est évident puisqu'on trouve delta dans la valeur de z. Donc, l'intervalle de z est le suivant. Donc, 3300, 3600. Et la remarque qu'on vient de dire, c'est tout changement au terme de droite d'une contrainte saturée entraînera une modification de la valeur de la fonction objectif. Alors maintenant, on va étudier la variation du rapport B1. Alors, c'est quoi la contrainte, ou bien la variable d'écart correspondante à cette contrainte? C'est x, x3. Donc, on calcule le même. Alors, 6 plus 1 fois delta, donc 6 plus delta. 10 plus 0 delta, c'est 0, c'est toujours 10. 2 plus 0 delta, c'est toujours 2. Alors, 6 plus delta fois 0, c'est 0. 10 fois 300, donc à valeur de z, 3000, 3400. Donc, pour que la base optimale reste réalisable, alors il faut que 6 plus delta supérieur ou égal à 0, delta supérieur ou égal à moins 6. Donc, c'est quoi l'intervalle? Puisqu'on a étudié B', puisqu'on a trouvé B', 1 supérieur ou égal à 14. Donc, le domaine de validité, c'est 14 plus, plus l'infini. Alors, en effet, autrement dit, alors en dessous de B égale à 14, la solution optimale va changer. C'est-à-dire, si on prend comme valeur de deuxième droite, ou bien deuxième membre de la première contrainte, une valeur dans l'intervalle 14 plus l'infini, cela n'implique pas un changement de la solution optimale. Mais une fois B1 est inférieur à 14, cela influence et change la valeur de la solution optimale. Donc, une autre remarque, alors toute variation au terme de droite d'une contrainte marginale, alors si on fait recours à la première contrainte, on va trouver que la première contrainte n'est pas saturée, c'est une contrainte marginale. Donc tout changement de second membre dans l'intervalle de réalisabilité, alors n'entraînera pas la modification de la valeur de la fonction objectif. Et ça se voit clairement dans le tableau optimal. Alors on a donc la valeur zi est égale toujours à 3000, à 3400. Alors, juste une remarque très importante à faire avant de terminer cette vidéo. Alors, concernant la formule suivante, alors on applique la formule suivante, BI' égale à BI plus delta fois la variable d'écart associée à la contrainte étudiée. On effectue l'opérateur plus si on a une contrainte de type inférieur. Si on a contrainte de type supérieur ou égal, alors on remplace plus par moins. Alors, l'analyse de sensibilité, relation avec le dual. Donc, alors, les coefficients de la fonction objectif primale correspond au second membre des contraintes du dual. Et inversement. Alors, on a dit concernant la notion de dualité que les coefficients de la fonction objectif dans le programme primal correspond au coefficient de second membre dans le dual. Et le second membre dans le primal correspond au coefficient de la fonction objective dans le dual. Donc, faire varier le second membre des contraintes du primal, alors revient à faire varier les coefficients de la fonction objective du dual. Et inversement.
Donc, on va voir un exercice d'application pour mieux comprendre cette notion d'analyse de sensibilité ou bien analyse post-optimale. Alors, on a un problème de maximisation, mais j'ai essayé de prendre des contraintes mixtes supérieures égales et inférieures égales afin d'étudier les différents scénarios possibles. Donc, la première question, résoudre le problème ci-dessus par la méthode simplex. Alors, on va essayer de passer rapidement cette étape puisqu'on a vu plusieurs exemples dans ce sens. Ce qui nous intéresse dans l'exercice, c'est l'analyse de sensibilité. 2. Étudier les variations des coefficients C1 et C3. Déterminer les domaines de validité relatifs au second membre de chaque droite, donc de chaque contrainte du PL. Alors, la résolution simplex de l'exercice suivant, ou bien du programme suivant, est la suivante. Donc, le tableau optimal est le suivant, le critère d'arrêt est satisfait, et la solution optimale est la suivante. X1 égale à 8, X2 égale à 6 et X3 égale à 0. Et la valeur de Z est égale à 3600. Donc on a trouvé la solution optimale, on a trouvé le tableau simplex optimal. Donc on passe à la question numéro 2 afin d'étudier les variations des coefficients C1 et C3. Donc l'intervalle d'optimalité qu'on cherche à déterminer. Donc considérons la variation du coefficient C1 qui est égal à 300 plus delta. De nouveau, coefficient, c'est 300 plus delta. Donc, on essaye de changer le coefficient de la variable x1 dans le tableau simplex optimal. Donc, 300 plus delta, 300 plus delta, et on effectue les calculs pour calculer zi et de même pour calculer ci moins zi. Alors, une fois on a calculé la ligne ci moins zi, alors on a dit que pour que la solution optimale reste toujours la même, il faut que moins 50. Alors, afin de garder la même solution optimale, moins 50 sur 3 moins 1 sur 3 delta. La même chose pour deuxième et troisième valeur doivent être inférieures ou égales à 0. Alors, on applique les opérations arithmétiques pour trouver delta qui est compris entre moins 50 et 100. Donc, c'est quoi l'intervalle d'optimalité? C'est 300 plus delta. Donc, ça fait 250 et 400. Et bien sûr, cela, alors, c'est-à-dire, autrement dit, on peut dire que le coefficient, si le coefficient C1 relatif à la première variable de décision x1 varie dans un intervalle 250-400, cela n'affecte pas la solution optimale. C'est toujours la valeur de x1, x2, x3 reste toujours les mêmes. Mais bien sûr, la valeur de z varie. Alors l'intervalle, ou bien la valeur du profit change. Z appartient à l'intervalle 3200-4400. Si on remplace delta par moins 50, on trouve 3200. Et si on remplace delta par 100, on trouve 4400. Alors l'intervalle d'optimalité concernant la variation du coefficient C3, alors au lieu de 150, on remplace 150 par 150 plus delta. On procède de la même manière, c'est-à-dire on remplace le coefficient x3 par 150 plus delta. Alors dans cet exemple, alors x3 est toujours une variable hors hors base. Donc, si on effectue du calcul, on trouve les valeurs suivantes. Pour que la solution reste optimale, alors, il faut que moins 50 sur 3 plus delta doivent être inférieur à 0. D'où delta inférieur ou égal à 50 sur 3. Donc, l'intervalle d'optimalité, c'est quoi? Ces 3 appartiennent à l'intervalle 0, 500 sur 3. Alors, 50 sur 3 plus 150, on trouve 500 sur 3. Alors, autrement dit, on peut dire que si le coefficient de la troisième variable de décision supérieur, si on dépasse l'intervalle suivant, supérieur à 500 sur 3, la variable x3 entre dans la base et il faut trouver la nouvelle solution optimale. Donc la solution optimale change si on dépasse comme coefficient de la troisième variable de décision 500 sur 3.
Alors maintenant, on va déterminer les domaines de validité, ou bien ce qu'on appelle l'intervalle de réalisabilité. Alors, considérons la première contrainte. Alors, la variation du rapport B1 qui est égal à 10 plus delta. Alors, il faut prendre en considération que c'est une contrainte de type supérieur ou égal. Donc, supérieur ou égal. Donc, la première des choses, on va déterminer, c'est quoi? La variable d'écart correspondante à la première contrainte. Donc c'est clair, ça se voit clairement, c'est x4, puisqu'on a trois variables de décision x1, x2, x3. Donc x4 relative à la première contrainte, x5 à la deuxième contrainte et x6 à la troisième. Donc dans la formule permettant de calculer BI, la nouvelle valeur de BI, alors on effectue BI moins, puisqu'on a une contrainte de type supérieur ou égal, moins x4 fois delta. Donc 6, alors 6 moins 0 fois delta, donc c'est 6. 4 moins 1 fois delta, donc 4 moins delta, et 8 moins 0 delta, donc ça fait 8. Donc la base optimale reste réalisable, c'est 4 moins delta, cette fois. Alors il faut que euh, les valeurs de B doivent être supérieures ou égales à 0. C'est pour cela, la première des choses à vérifier lorsqu'on veut résoudre un problème en utilisant la méthode simplex, c'est la positivité du second membre. C'est la première des choses à faire. Voilà. Donc 4 moins delta supérieur ou égal à 0. Donc 4 est inférieur à delta. Le second membre, l'ancien second membre, c'est 10. Donc on fait 10 plus 4, ça fait 14. Donc le domaine de validité de B1, c'est 0, 14. Et alors on remarque que la, la valeur de Z n'est pas changée, puisque la première contrainte, c'est une contrainte marginale. Alors l'intervalle de réalisabilité vient du domaine de validité de deuxième contrainte. Donc, si on a contrainte de type inférieur ou égal, donc on va faire l'opérateur plus et on calcule 6 plus 2 delta. La variable d'écart correspondante à la deuxième contrainte, c'est x5. Donc 6 plus 2 delta, 4 plus 1 sur 3 delta et 8 moins 1 sur 3 delta. Toujours, on procède de la même manière. La base optimale reste réalisable si 6 plus 2 sur delta supérieur ou égal à 0 et de même pour les autres contraintes afin de déterminer delta. Une fois on détermine delta, donc on peut trouver le domaine de réalisabilité ou bien l'intervalle de réalisabilité B de prime compris entre 11 et 40, 44. Domaine de validité, c'est 11, 44. Z varie pour tout changement de terme de droite d'une contrainte saturée. Donc, dans la deuxième contrainte, une contrainte saturée. Donc, le nouveau intervalle de Z, c'est 3300, 4400. La même chose pour troisième contrainte. Donc, on procède toujours par la même méthode afin de trouver domaine de validité ou bien intervalle de réalisabilité concernant la variation du second membre de la troisième contrainte, 10, 40 et Z varient entre 2000 et 4400. Voilà donc c'est la fin de cette vidéo. Alors concernant l'analyse post-optimale ou bien l'analyse de sensibilité, particulièrement le changement des coefficients de la fonction objectif et le changement de second membre des contraintes. Donc, je vous souhaite bon courage, bon apprentissage et à la prochaine vidéo dans laquelle on va essayer de voir des séries d'exercices concernant la dualité et l'analyse de sensibilité.